Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Rougier, qui est, si je ne me trompe pas, directeur de recherche en neurosciences cognitives à l'INRIA et puis à l'Institut de neurodégénérative disease à Bordeaux. Voilà. Ce soir, il va nous parler de l'art du rendu du texte. Merci encore une fois, Nicolas, d'avoir accepté l'invitation. Et je te laisse la parole, et notamment, si tu veux préciser un peu ce que tu fais plus en détail que je ne l'ai fait, n'hésite pas. Hein. Oui, non, bah écoute, merci pour l'invitation. Donc c'est ça, je suis. Donc c'est techniquement c'est neurosciences computationnelles. Et voilà. Et donc ce que je vais présenter, alors c'est un lointain rapport avec ce que je fais, mais en gros à l'origine, j'avais besoin de faire de la visu pour mes recherches. Donc j'avais regardé faire des outils. Donc à l'époque c'était avec OpenGL, ça remonte à une vingtaine d'années, donc j'avais fait ça pour faire de la visu temps réel, et je me suis dit, tiens, je vais rajouter le texte, en me disant, bon, c'est bon, le texte, ça va être assez simple à rajouter, et c'est depuis que je me suis rendu compte que, ouais, en fait, non, c'était assez compliqué, et notamment quand on utilise le GPU. Donc là, je vais vous présenter, alors c'est des slides, j'avais fait un cours au SIGGRAPH, c'était en 2018, là, je l'ai refait à la conférence du Chaos Computer Club. Et l'idée, c'est vraiment juste la partie rendre du texte à l'écran. Donc, je vais passer tout ce qui est justification ou type, enfin, si typographie, on va en parler pas mal, mais c'est vraiment juste comment est-ce qu'on fait pour rendre le texte à l'écran. Et aujourd'hui, on fait ça notamment avec les GPU. Et donc, tout le jeu, c'est de savoir comment on peut faire ça euh, de façon propre. Bon, voilà, l'introduction, là, j'ai remis juste comment le texte est considéré par. Alors, notamment, il y a toute l'industrie du jeu, mais aussi enfin, ouais, on va dire le jeu en particulier. En gros, pour eux, c'est simple, on met des caractères les uns à côté des autres, et puis c'est bon, ça va le faire, quoi. Et en fait, quand on regarde les jeux, ben, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de problèmes. Donc ça, c'est une que j'aime bien, il y a un blog qui est spécialisé qui s'appelle Nope, Not Arabic, et il prend des screenshots dans les jeux chaque fois qu'il y a une écriture qui voudrait être en arabe, mais en fait, ils ont oublié le shaping des lettres. Je vais revenir sur ce qu'est le shaping. Ce qui fait qu'en gros, ça a aucun sens pour les gens qui parlent l'arabe, ce qui n'est pas mon cas. Et pourtant, c'est les jeux qui sont. Enfin, il y a du monde derrière pour faire tout ça comme il faut. Mais voilà, à la fin, ça fait un rendu en gros, qui est illisible pour qui parle l'arabe. Alors, pour la petite histoire, quand on avait présenté le cours aussi grave, donc avec Bédad, hein, c'est Bédad et Sabod, avec qui j'ai fait cette présentation. Bah, le SIGGRAPH avait un panneau avec des welcome, bonjour dans toutes les langues, et ça n'a pas manqué pour l'arabe. Là aussi, ils avaient écrit n'importe quoi. Comme quoi, ça peut arriver. Les autres cas qui viennent de loin, donc peut-être pour les gens, vous avez déjà dû voir ça, donc là, c'est pas un exemple de journal ou donc ça, c'est un problème assez classique d'encoding, alors qui existe plus trop aujourd'hui parce qu'on a l'Unicode, mais quand on va prendre des vieux jeux, bah ça, on va aussi le voir, le voir apparaître, où avant, il fallait avoir un caractère 7 pour dire comment c'était encodé, et donc là, on a tous les problèmes. Mais bon, ça, en gros, maintenant, c'est en voie de résolution, il n'y a que quand on utilise les vieux programmes pour lesquels il faut faire attention. Et après, il y a les choses, alors un peu plus ennuyeuses, oui, ça dépend qui vous êtes. Donc là, il y a ce qu'on appelle le kemming, donc ça, c'est le bad kerning. Donc, je vais revenir enfin, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est le kerning, hein, mais je vais le réexpliquer. Mais donc, c'est quand vous avez deux lettres, et pour des raisons purement esthétiques, où il y a un espace vide, on va les rapprocher. Donc là, je vous ai donné un exemple avec, par exemple, Flick, Click, Clint et Final. Et en gros, selon
la fonte que vous allez utiliser. Si vous rapprochez un peu trop les choses, bah, vous allez avoir des choses qui vont transformer les mots. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est le plus connu, c'est avec click. Et si vous mettez trop d'espacement, bah, vous vous retrouvez avec, là, c'est right dick, will dick. Et alors, il y a un jeu, j'ai oublié le nom du jeu, mais c'est Rockstar. Donc eux, ils font exprès d'enlever l'espace pour faire, plutôt que click lover, pour faire dick lovers. Enfin, moi, tous les jeux de mots qu'on peut avoir derrière. Et Apple, par exemple, lui, qui est bien, bien au courant, donc là, c'était El Capitan, quand vous allez voir le HTML, ils ont vraiment fait attention de mettre un caractère, un espace en dur entre le C et le L pour être sûr que ça écrit bien clic et ne pas avoir le kerning. Donc après, là, c'est un autre exemple. On peut aussi se servir à écrire n'importe quoi et finalement, c'est joli. Donc là, juste pour le film Matrix, en fait, les caractères qui défilent, alors pareil, je ne parle pas le japonais, mais il semble que c'était des recettes de sushi, quoi. Donc, comme quoi, des fois, on peut écrire n'importe quoi et ça passe sans problème. Donc, tout ça pour en arriver à la typographie. Donc, en gros, il y a quand même pas mal de règles. Alors, vous l'avez compris, je ne suis pas typographe. Je connais juste quelques termes et quelques règles, mais en fait, c'est assez important de prendre tout ça en compte quand on va faire le rendu, parce que sinon, on va se retrouver avec tous ces programmes. Donc là, je vous ai mis juste quelques exemples de choses qu'on peut trouver. Et ce poster que j'aime beaucoup parce que, enfin bon, ça rassemble quand même pas mal de choses qui sont pas très bonnes au niveau typographique. Euh, alors la première chose, quand on va faire du rendu et qu'on va traiter le texte, c'est la petite, enfin pas une petite, la grande révolution qu'il y a eu avec l'Unicode. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Et si vous vous rappelez, pour les plus vieux, donc avant l'Unicode, quand on encodait un texte, il fallait préciser le jeu de caractères qui était associé afin de pouvoir décoder les caractères. Donc il y avait un jeu de caractères, c'est le jeu ASCII qui était standard, mais si on vous donne un texte Alors le français, ça fait partie de l'ASCII étendu. Mais pour d'autres, vous alliez à la catastrophe, et si on n'avait pas le caractère 7, ça n'allait pas marcher. Donc l'Unicode a changé tout ça. Maintenant, on a un système d'encodage pour tous les langages, tous les scripts, on peut tout encoder, et ça évolue. Donc là, j'ai mis les chiffres pour la dernière version. Donc là, on a plus d'1 million de codes dans l'Unicode. Donc avec ça, on peut faire à peu près toutes les langues modernes, langues mortes, et donc ça change la vie. Donc après, il y a quand même des problèmes. C'est même pas des problèmes d'encodage, on peut choisir différents encodages, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence. Et là où ils ont été malins, c'est que l'UTF-8 est compatible avec l'ASCII. Voilà, donc ça c'est la première étape, ça simplifie la vie. Et la première étape pour faire le rendu texte, c'est voilà, de pouvoir décoder le texte. Une deuxième chose qui va être importante pour le rendu, c'est évidemment le typeface. Alors je sais même pas comment ça se traduit en français, mais en gros, c'est la famille de fonds qu'on veut utiliser. Alors là, peut-être aussi que vous les connaissez, j'en ai mis quelques-unes parmi les plus connues. Et en fait, c'est assez impressionnant que ces fonds sont assez vieilles. Donc, par exemple, Garamond, ça a plus de 500 ans. Elle est toujours utilisée. Bon, alors, évidemment, elle a été retravaillée, numérisée, augmentée, mais l'esprit de la fonte est resté. Et là, vous avez donc une des dernières, c'est Arial, qui elle aussi est, euh, est très connue. Et la difficulté aussi pour ces fonds, donc je vous ai parlé, il y a 1 million de caractères dans l'Unicode. Donc potentiellement, il faut avoir 1 million de glyphes dans chaque font, ce qui est en général jamais le cas. Et c'est extrêmement difficile d'avoir
un ensemble de fontes avec le même style pour tous les langages. Donc en général, il y a des familles pour différents langages. Il y a quand même un effort qui est notable, c'est fait par Google, c'est la fonte Noto, et qui a comme volonté d'avoir une fonte qui va pouvoir représenter tous les Unicode. Alors ils n'ont pas tous les Unicode, mais ils en ont quand même une bonne partie. Et il y a que quelques fontes comme ça qui permettent d'avoir accès à tout l'Unicode. Et ça a de l'importance parce que quand on va faire le rendu, ben, ça veut dire que selon le caractère qu'on décode, il faut aller chercher telle fonte ou telle fonte. Si on a une seule fonte qui fait tout, ma foi, c'est plus facile. Et là, c'est dans les choses un peu rigolotes. Donc, il y a aussi on peut faire la même chose, mais cette fois avec des fontes bitmap. Je vais revenir juste après sur l'encoding des fontes, mais il y a des gens aussi qui s'amusent bah, notamment pour l'arabe, là, c'est du chinois. Et pour l'indie aussi, bon, voilà, on peut faire aussi des fontes très petites. Et donc là, la fonte Tiny, c'est une des plus petites. Et en fait, il y a aussi des techniques pour faire encore plus petit, mais ça devient assez peu lisible. Alors, au niveau de la typographie, ben, les règles qui vont nous intéresser quand on va faire le rendu, ben, la première, c'est le kerning, qui est peut-être la, la plus connue, la plus simple. C'est quand vous avez deux lettres. Donc là, j'ai mis un exemple, c'est AV, c'est juste le fait de rapprocher les lettres entre elles. Et ça, c'est spécifié par le designer quand la fonte est créée. Et il donne le kerning pour le A et le V. Ben, il faut rapprocher les deux lettres de temps, de telle distance. Vous avez aussi les ligatures. Donc ça, c'est assez spécifique. Vous avez certaines lettres, lorsqu'elles vont, enfin pareil pour les raisons esthétiques. Donc là, c'est l'exemple des deux F. Ben, en fait, le designer va faire un caractère particulier qui rassemble les deux F. On trouve ça aussi avec le F et le I, et il y en a quelques-unes comme ça en français. Après, vous avez les marques diacritiques. Donc ça, c'est pour certains langages. Alors, on peut le faire aussi en français, mais c'est plus. En général, dans certains langages, c'est absolument critique. Bah, vous avez on va dire le caractère principal et vous avez une marque qu'on va mettre à côté. Et avec ça, on va composer le nouveau caractère. Donc ça, on peut le faire, par exemple, pour les accents en français. Donc soit on tape la lettre directement, soit on peut aussi taper la lettre et la marque de l'accent juste à côté, quoi. Une autre chose importante, c'est ce qu'on appelle le hinting. Donc ça aussi, c'est les designers de fonte, et c'est encodé au niveau de la fonte. C'est que quand ils définissent un caractère, ils définissent la forme idéale, mais cette forme idéale, selon la taille que vous choisissez pour la représenter à l'écran, elle va être alignée sur la grille ou pas. Et en général, elle ne l'est pas. Et donc, en fait, lorsqu'ils vont faire le design de la fonte, ils vont injecter des instructions pour dire comment est-ce que je vais aligner le caractère par rapport à la grille de pixels. Parce qu'à la fin, quoi qu'il arrive, on va rendre un caractère sur des pixels, et donc c'est là où il faut faire attention. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais donc voilà, vous avez le G à gauche, c'est lorsqu'on n'a pas le hinting, donc ça tombe plus ou moins bien sur la grille de pixels, et versus à côté, où là, on va, ben, l'élément essentiel, ça va être la barre du G, et on va faire en sorte qu'elle soit alignée, donc dans ce cas-là, sur du pixel. Et après, bon, vous avez un certain nombre de métriques liées aux fontes. Donc là, j'ai mis les plus courantes, c'est le baseline, donc c'est là où votre fonte est alignée, en tout cas pour un certain type de langage, enfin pour pas mal de langages. Après, vous avez toutes les mesures qui vont faire que quand on écrit du texte, c'est harmonieux. Et ça, c'est vraiment la base. Et derrière, vous avez des concepts un peu plus avancés. Et donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'arabe. Donc là, il y a un processus qui est important qui s'appelle le shaping. Donc on peut dire que c'est comme une espèce de ligature étendue, mais en fait, ça va un peu plus loin. Lorsque vous avez donc là, pareil, le texte qui est à gauche, donc là, vous avez, donc faut lire de droite à gauche, évidemment, vous avez tous les caractères.
Mais ça, en gros, c'est illisible. Et le vrai rendu, c'est ce qui est en rouge juste à côté. Et donc là, il faut vraiment complètement transformer le mot par rapport à bah, l'ensemble des caractères qu'il y a. Et ça, c'est assez complexe parce que là, donc là, c'est l'exemple de l'arabe, mais vous avez plein d'autres langages où il va falloir le faire. Donc après, vous avez toutes les variantes qui peuvent exister au niveau d'une fonte. Donc là, c'est un exemple très simple, c'est Zapfino, sachant qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, c'est pas par exemple, ce qu'on appelle les fontes variables. Alors, je vais pas du tout en parler aujourd'hui, mais là aussi, ça complique énormément la chose. Mais on peut faire des variations continues entre, par exemple, une fonte qui est dans une graisse mince pour aller vers une graisse bold, gras. En fait, on peut faire linéairement de passer de l'une à l'autre. Et ça, c'est quand on le fait avec la graisse d'une fonte, mais on peut le faire avec, par exemple, l'orientation. On peut jouer sur plein de paramètres. Et là, vous avez donc là, c'est un autre exemple, les complexes euh, text layout. Donc là aussi, c'est du shaping un tout petit peu différent, mais là aussi, il faut le rendre en compte. Et évidemment, vous avez aussi le cas des langues qui s'écrivent bah, de droite à gauche versus gauche à droite. Et donc là aussi, il faut gérer quand vous écrivez à la fois dans les deux langues, bah, il faut gérer tous les problèmes de curseur, d'alignement, de tout ce que vous voulez. Donc ça peut devenir rapidement assez compliqué. Voilà, là c'est un autre exemple, c'est une fonte indie. Et donc là, pareil, ils ont des termes spécifiques par rapport à la description euh, de, de la fonte. Euh, alors j'avoue, je parle pas. Donc là, c'est le script, c'est Devanagari. Donc pareil, je ne le parle pas, je ne peux pas vous donner les détails, mais voilà, c'est pour montrer les choses. Et un dernier exemple, ça c'est euh, pour faire c'est un blog qui fait du lettrage pour les bandes dessinées, qui est assez intéressant et pareil, qui remet en avant toutes les techniques, enfin en tout cas tous les termes et les différents concepts. Il y en a juste quelques-uns, mais c'est plutôt bien fait. Et accessoirement, c'est aussi comment on fait le lettrage avec, bah, cette fois à la main avec les bons stylos. Alors pour ce que j'ai parlé, le complexe layout, donc quand on fait le shaping, donc là j'ai parlé du texte, mais évidemment il y a plein d'autres domaines. Donc il y en a un qui est bien connu, c'est les mathématiques. Donc là aussi il y a des règles de comment est-ce que quand j'écris la somme de 1 à n, bah voilà, il faut que je le décrive, par exemple pour la tech avec les formules, et ensuite il faut organiser les choses comme il faut. On peut le faire avec les molécules, on peut le faire avec de la musique. Donc en fait, il suffit, entre guillemets, de suivre les règles. Et là aussi, ça peut devenir assez complexe. Donc, par exemple, dans le cadre des maths, hein, il y a tout un tas de choses à gérer. Donc ça, c'est la base. Et en général, on va avoir des librairies qui font ça. Donc pour la tech, bah, c'est la tech qui peut le faire directement. Quand on va faire du rendu par exemple, dans les jeux ou je sais pas, pour produire un PDF, on va avoir des librairies spécialisées, sachant que dans un PDF, ça a déjà été calculé. Et ensuite, bah, on a le format des fichiers, donc, ce qui décrit les fontes, bah, en gros, pour décrire chaque caractère. Et pour faire court, vous avez deux grands types, c'est PostScript et TrueType. Et essentiellement, l'énorme différence, enfin qui va faire vraiment une grosse différence quand on va faire le rendu, c'est soit vous avez des courbes de Bézier cubiques, soit vous avez des courbes de Bézier quadratiques. Et les quadratiques, elles ont on va dire des bonnes propriétés, mais elles ont aussi des mauvaises propriétés. Et les cubiques, c'est l'enfer pour tout un tas de raisons. Alors, sachant qu'on peut approximer les courbes de Bézier cubiques par des quadratiques, c'est pas exactement la même chose, mais à l'œil, on va pas faire la différence. Alors, juste pour rappel, une courbe de Bézier, l'équation est assez simple. Vous avez, enfin là, je vous ai mis voilà, les quadratiques et cubiques, et linéaire, bah, voilà, c'est une droite.
Et vous avez, donc dans le cas des quadratiques, en gros, ça vous fait une courbe qui est un peu lissée. Alors ça a plus d'un siècle, hein, ça a été notamment par Paul de Castelzio et Pierre Bézier qui avaient harmonisé un peu tout ça. Et c'est énormément utilisé pour les fontes. Aujourd'hui, les designers utilisent les courbes de Bézier parce que historiquement, ils ont toujours utilisé ça. Sachant qu'il y a eu des propositions, notamment de Ralph Lévien, d'avoir d'autres types de courbes qui ont des meilleures propriétés mathématiques. Alors, les problèmes liés aux courbes de Bézier, bah, je vous ai les mis en dessous. C'est que bah, c'est tout ça. Si on veut calculer la distance à une courbe de Bézier, alors en quadratique, on peut le faire de façon analytique, mais ça coûte un bras. Numérique, ça marche vachement mieux. Les cubiques, on ne sait pas le faire de façon analytique et les solutions numériques ne sont pas forcément très stables, ce qui fait qu'on va vraiment éviter. Alors pourquoi c'est pas très stable? Parce que si vous regardez par exemple les cubiques, vous avez bah, des points particuliers, donc les cusps, les loops et les overlaps. Et donc ça, c'est du coup, nous derrière, pour gérer ces courbes, c'est un peu l'enfer. Et en général, les designers ne, ne vont pas profiter des cusps ou des loops parce que c'est difficile à contrôler. Donc on va préférer les cubiques, et si on a les cubiques, les quadratiques, et si on a des cubiques, on va tâcher de les convertir en cubiques. Donc après, derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ces courbes de Bézier? Ben là, vous avez un exemple, une fonte. Quand vous faites le design, ben, en gros, ça veut dire manipuler toutes ces courbes de Bézier. Donc là, par exemple, vous avez tout à droite le A. Donc vous avez un ensemble de courbes, donc qui peuvent être linéaires ou quadratiques, et avec ça, on va dessiner la forme de la lettre, et ça offre pas mal de liberté. Derrière, quand on va faire le rendu, bah, ce qu'on va avoir comme instruction, par exemple, pour les jeux, c'est je veux afficher un A dans telle fonte à tel endroit. Et quand afficher le A, ça veut dire que ben, moi, je vais lire l'ensemble des points qui décrivent la courbe de Bézier. Donc là, les points, c'est pardon, j'arrive, je sais plus. Vous voyez mon curseur ou pas du tout? Non, je ne le vois pas. Bon, donc ce qu'on va devoir faire pour le rendu, c'est récupérer toutes ces courbes de Bézier et calculer quel pixel est allumé, quel pixel est éteint. Donc ça, c'est dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment on fait ça. Et avant ça, vous avez quand même des librairies pour faire ça, donc notamment pour simplifier le travail. Il y a une librairie qui est omniprésente, c'est FreeType, qui permet de lire les fichiers fontes, et qui vous donne l'accès à tout un tas de tables qui sont encodées dans la fonte. Donc dans la fonte, vous avez alors évidemment la description des glyphes, mais vous avez aussi tout un tas d'autres tables qui vous dit, par exemple, vous avez la table de kerning qui vous dit, ben, si tu vois un A à côté d'un V, il faut mettre comme ça. Vous avez les ligatures, donc là, les substitutions de glyphes, vous avez tout ça. Et cette librairie, elle est omniprésente. Donc, par exemple, si vous avez un téléphone, que ce soit un Apple ou un Android, si vous avez accès aux licences, donc quand c'est open source, c'est licence MIT de mémoire, mais en gros, ils sont obligés de mettre la licence et vous la trouvez dans votre téléphone, la licence FreeType. La deuxième librairie qui va être importante, c'est ArcBuzz. Et elle, donc ça, c'est Bédad avec qui j'ai fait les slides, qui la maintient et qui l'a créé, et qui permet de faire toute cette étape de shaping. Donc cette librairie, elle est capable, selon n'importe quel langage, de vous dire comment il faut disposer les caractères, quand il y a 3 caractères, comment le remplacer par le caractère qui va bien. Et donc ça, c'est un travail assez important, parce qu'il faut le faire pour tous les langages, toutes les langues vivantes ou mortes, tout ce qu'il y a dans Unicode. Donc il faut avoir une bonne connaissance des différents langages et le faire. Et donc pour résumer, ce qui s'est passé en fait pendant longtemps, en tout cas, on va dire en Europe, pour faire court,
dans le monde occidental, c'était que pour faire le rendu de texte, ben, les gens prenaient un buffer de texte, donc ça c'est l'étape 1, en supposant qu'il était encodé en ASCII ou alors ASCII étendu, ou alors il y avait le charset. Et derrière, ben, on lit un caractère, je le mets à l'écran, hop, je lis le deuxième et je le mets à l'écran et terminé. Ça marche pas avec pas mal de langages. Donc la vraie façon de faire le rendu, c'est ben, il faut faire ce qu'on appelle l'itémisation, donc reconnaître les morceaux de texte. Donc, par exemple, si vous mixez de l'arabe avec de l'anglais, il faut faire le reordering, donc remettre les choses dans l'ordre. L'étape de shaping, ben, notamment dans ce cas-là, ça va être pour l'arabe de construire le nouveau, la nouvelle forme des caractères. Éventuellement, vous avez la justification, donc qui peut être compliqué lorsque vous allez mixer plusieurs langages. Et à la fin, vous avez le rendu, quoi. Et donc tout le jeu pour quand on veut faire du rendu à l'écran, et notamment du rendu de temps réel, ben voilà, c'est de faire ces étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 de façon assez rapide pour que ce soit fait comme il faut et à l'écran. Alors pour ça, aujourd'hui, il y a trois grandes techniques qui s'appuient sur le GPU, sachant que donc la première technique texture based, en gros, c'est quand vous n'avez pas de GPU, c'est par celle-là qu'on va passer. Et la première chose, quand on veut faire du rendu via des textures, donc les textures, c'est-à-dire qu'on va générer donc sur le CPU, on va générer une image du caractère qu'on va envoyer sur le GPU. Et lui, le GPU, bah, il va juste dessiner, il va considérer ça comme une image et il va la représenter à l'écran. Et donc là, tout le jeu, c'est comment est-ce qu'à partir des courbes de Bézier, je fais une image du caractère. Donc c'est ce qu'on appelle la rasterisation. Et notamment la librairie FreeType, c'est ce qu'elle est capable de faire. Donc elle va prendre l'ensemble des courbes de Bézier, et puis le caractère, il a une taille donc c'est 1 EM en typographie, et puis on prend tous les pixels, et puis on regarde est-ce qu'il est dedans, en dehors, ou dedans, en dehors, et puis comme ça on peut créer l'image. Alors ça, c'est la version, on va dire, naïve, parce que derrière, il y a tout un tas de raffinements qu'on peut faire. Donc, par exemple, pour FreeType, vous avez un rasterizer qui est propre à FreeType. Il offre aussi ce qu'on appelle l'auto-int. Donc, je vous ai parlé de hinting, c'est quand on veut faire coïncider la forme avec la grille de pixels. FreeType va être capable de faire en sorte que ça matche bien avec la grille de pixels de façon automatique. Et après, derrière, vous avez d'autres techniques de rendu qui ont été brevetées, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de les utiliser. Et là, vous pouvez décider de soit respecter le designer, c'est-à-dire on va essayer de conserver au maximum la forme que le designer a voulu faire, versus on va modifier pour que ça fitte la grille de pixels. Et notamment, alors c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais la façon de rendre le texte entre Windows et Apple sont très caractéristiques. On pouvait reconnaître, savoir si c'était plutôt du Quartz ou du ClearType. Donc Quartz, c'est Apple, ClearType, c'est Windows, enfin Microsoft. Et ça se voit assez rapidement à l'écran. Alors je vais vous donner les détails. Parce que quand je vous dis qu'on fait le rasterizer, la première chose qu'on peut faire, c'est on va vraiment faire, est-ce que le pixel il est en dehors ou dans la forme? À ce moment-là, s'il est en dehors, je mets 0, s'il est dedans, je mets 1. Donc là, vous avez un rendu qui n'est pas très bon. Vous avez l'exemple à droite, parce que c'est binaire, il n'y a aucun, ce qu'on appelle l'anti-alias. Donc ce que les gens ont rapidement fait, c'est-à-dire on ne va pas être aussi basique en termes de dehors ou dedans. Quand une courbe de Bézier tombe au milieu d'un pixel, ben, on peut calculer alors ce qu'on appelle le coverage, de savoir quel pourcentage du pixel se trouve dans la forme et quel pourcentage se trouve à l'extérieur de la forme. Et à ce moment-là, plutôt que de mettre noir-blanc, on va mettre du gris. Donc c'est ce qu'on appelle l'anti-alias. On va adoucir la forme notamment au niveau des
des bords du caractère. Donc la différence est assez visible à l'œil nu, et là aussi on peut faire tout un tas de raffinements. Et donc c'est là après où il y a eu, on va dire, la guerre des brevets, parce que les gens, je vais y revenir, mais les gens se sont aperçus que sur les écrans modernes, en fait, un pixel, il est composé de 3 diodes. Donc c'est rouge, vert, bleu. Et en fait, si on veut être un peu malin et qu'on veut profiter de la perception humaine, on peut s'amuser à non pas mettre simplement du gris, mais on va allumer plutôt du bleu parce qu'on est proche de la lettre, et selon tout un tas d'algorithmes bon, qui ne sont pas forcément très compliqués, on peut jouer avec ça. Donc pendant longtemps, FreeType n'avait pas le droit de l'utiliser parce que c'était breveté, donc maintenant ça a sauté. Et là aussi, il y a eu quelques guerres pour, encore une fois, selon comment on voulait le faire, l'algorithme qui était utilisé pour, quand l'un était breveté, on allait chercher un autre. Donc aujourd'hui, ça c'est terminé, donc on peut utiliser à peu près ce qu'on veut. Donc celui-là, je sais plus lequel c'est. Ouais, c'est ClearType. Voilà, donc là, vous voyez quand on regarde tout à droite, là, quand c'est grossi, vous voyez qu'on commence à avoir un peu de couleur. Donc là, c'est ce qu'on appelle le subpixel anti-aliasing. Ça peut devenir gênant si on a un peu trop. Donc pareil, il y a des algos qu'on peut contrôler, et on peut avoir un contrôle assez fin. Donc là, c'est un autre exemple où là, vous avez du texte blanc sur fond noir ou noir sur fond blanc. Et en fait, on peut s'amuser avec la correction gamma. Donc la correction gamma, c'est pour tenir compte de la perception humaine. On ne va pas faire des interpolations linéaires. En fait, on a une puissance qui vaut 2,2 en général pour s'adapter à la perception humaine. Et après, on peut jouer avec donc voilà, le hinting, la distribution d'énergie. Et donc, idéalement, si vous avez quelque chose, un environnement qui est propre, pour avoir une bonne perception d'une fonte où la graisse de la fonte change, en fait, on peut adapter le niveau d'énergie pour faire le rendu. Enfin, voilà, donc il y a tout un tas de choses, je ne vais pas rentrer, enfin un tout petit peu encore dans les détails. Et le hinting, alors vous avez une façon très simple de voir quand vous avez du hinting, là vous le voyez à droite. Quand vous n'avez pas de hinting et que vous faites des tailles de fond qui augmentent de façon linéaire, vous voyez que la fin des phrases est à peu près alignée. Versus quand vous mettez le hinting, vous avez des sauts dans la taille des phrases, et ça vient du fait que chaque lettre est alignée sur la grille, et donc quand vous augmentez la taille, à un moment, hop, il va passer à l'étape suivante. Voilà, donc ça c'est la base du rasterizer, et après, donc pour le rendu avec le GPU, ça a commencé à la fin des années 2000. Donc c'est Marc Kilgard. Alors il m'a dit que c'était pas lui, mais moi j'avais retenu lui. Bon, bref. Une façon de faire, c'est voilà, on va, comme il faut aller vite, on crée l'image sur le CPU, on envoie ça sur le GPU. Et là, pour le GPU, c'est extrêmement simple de faire ça, parce que rendre une image, c'est rendre deux triangles, et les GPU sont hyper forts pour rendre des triangles. En gros, ils ont été faits pour ça. Donc là, c'est ultra rapide pour faire le rendu. Par contre, il faut faire ça pour une taille de caractère. Si vous voulez, par exemple, doubler la taille, vous allez avoir un problème. Alors là, je vous mets à l'écran, c'est deux, trois ruses quand on veut mettre plein de caractères ensemble dans une texture. Bon, ça c'est, enfin, je pourrais revenir si vous voulez, mais voilà, il y a des algorithmes aussi pour faire ça. Alors malgré tout, même si on a des textures, on peut commencer à s'amuser. Donc là, c'est un article que j'avais fait qui remonte à une dizaine d'années, et c'était le problème de quand on veut positionner un caractère qui n'est pas sur la grille directement. Par exemple, je veux la position du caractère, je peux dire qu'il est à 1,1 pixel. Quand on utilise que FreeType, c'est compliqué parce qu'il y a le hinting. Et donc là, ce que j'avais proposé, mais l'idée vient c'est Maxime chez Manarev qui fait une jolie librairie qui s'appelle Antigrain Géométrie. Et donc lui, ce qu'il a proposé, c'est de dire on va enlever le hinting horizontal, et on va garder que le hinting vertical. Et ça va avoir des bonnes propriétés. Donc là, c'est toujours un exemple de rendu de fonte
sous forme de texture. Mais là, l'avantage, c'est que donc là, vous avez un exemple où la même phrase, pour chaque ligne, elle est bougée de 0,1 pixel vers la droite. Et donc ça, c'est compliqué à faire avec FreeType. Donc en gros, là, ce que j'ai proposé, c'était une façon de le faire avec un shader. Donc le shader, c'est ce qui permet sur le GPU de programmer. Et là, vous avez le détail. Donc c'est pour un texte qui est horizontal avec une taille fixe, voilà, ça permet de le bouger de façon propre en respectant l'anti-aliasing. Donc voilà, bon, ça c'est pas très important, c'est le shader. Et juste pour finir là-dessus, donc ça a le subpixel anti-aliasing. Donc on profite du fait qu'un écran c'est 3 diodes. Alors j'ai un peu menti, c'est la plupart des écrans ont 3 diodes alignées. Et là vous avez subpixel zoo, c'est lorsqu'on regarde les écrans, et il y a les écrans qui sont vraiment particuliers, c'est comment sont organisées les diodes. Donc là, le truc de profiter de l'organisation des diodes, pour la plupart des écrans, ça n'a pas marché. Alors ces écrans, on peut les retrouver, ça peut être un écran d'iPhone, ça peut être des écrans sur des machines spécifiques. Donc idéalement, il faudrait adapter tous les algos pour tous ces écrans, mais là, ça devient compliqué. Sachant que la résolution des écrans n'arrête pas d'augmenter, donc on se retrouve souvent entre 3 et 400 dpi. Il faut encore du anti-aliasing pour qu'il y ait un rendu propre, mais à partir de 6 ou 700 dpi, ça ne sera pas forcément nécessaire. 600 dpi, c'est ce que vous avez souvent sur les imprimantes, et en général, la perception humaine ne permet pas de voir les détails. Voilà, donc ça, c'est la première façon de faire le rendu. Et il y a une deuxième façon qui va être un peu plus intéressante parce qu'elle va permettre notamment de faire les zooms. Alors, ça s'appelle le calcul de distance et l'idée, elle est relativement simple. C'est pareil, on doit toujours rendre des glyphes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plutôt que d'envoyer directement l'image du caractère, on va avant calculer pour une image carrée, pour chaque pixel, on va calculer la distance au plus proche segment du caractère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, vous avez la lettre R, et ce qu'on va calculer, c'est ce qui se trouve à droite ici. Donc là, vous avez une forme un peu floue, et en fait, ça vous donne, chaque pixel va encoder la distance. Non, pardon. C'est pas, non, on ne le voit pas à l'écran, je vais le montrer juste après. Mais l'idée, c'est qu'on va encoder ces distances. Donc ça coûte un petit peu de temps au moment où on le calcule. Mais ensuite, sur le GPU, on va pouvoir l'agrandir de façon simple. Voilà, bon, ça c'est un détail, mais c'est comment est-ce qu'on calcule ce fameux champ de distance. Donc si vous n'avez pas la forme géométrique, mais que le bitmap, on peut quand même calculer les choses. Et sinon, pour les caractères, on prend toutes les courbes de Bézier quadratiques. Là, on a des algos qui marchent bien pour calculer relativement rapidement la distance. Et le résultat, ça va être ça. Alors là, ce que vous voyez en bas, c'est quand on fait le rendu sous forme de fonte, c'est ce que vous avez à gauche. Là, on a grossi le caractère et c'est pas très beau parce qu'il y a derrière, il y a un filtre bilinéaire qui est pas très bon en plus. Mais voilà, on voit que le rendu est pas très propre. Et ce que vous avez à droite, c'est quand on va utiliser ce champ de distance qui a été précalculé. Et là, maintenant, on a un rendu qui est beaucoup plus propre. Alors qui est loin d'être parfait parce qu'on a quand même peu d'informations. Et du coup, il y a des gens qui ont calculé, qui ont proposé autre chose. C'est plutôt que d'envoyer un. Donc là, je vous ai dit, c'est des distances. Donc on a besoin que, par exemple, on peut encoder la distance dans le champ rouge d'une image. Mais comme on a RGBA, on peut aussi encoder beaucoup plus d'informations. Donc là, c'est un algorithme pareil, qui a une dizaine d'années, mais qui est très utilisé et qui permet de surmonter tout un tas de problèmes qu'il y a avec les champs de distance simples. Donc là, on parle de champs de distance multiples. Et donc là, vous avez tout en bas, vous avez ce qui est encodé
pour de vrai dans la fonte. Et avec toutes ces informations, ben, vous avez le résultat à droite. Donc là, vous avez un caractère, le A, qui est encodé sur 16 x 16 pixels. Quand on utilise la... 2 secondes, faut que j'allume la lumière chez moi. Quand on utilise le champ simple, vous avez le résultat au milieu. Quand vous avez le champ multiple, vous avez le résultat à droite, qui est plutôt bon, encore une fois, qui n'est pas parfait, mais quand on va s'en servir, par exemple, dans les jeux, le résultat est assez probant. Voilà, donc ça, c'est une des techniques. Alors, il y en a une autre qui est un peu similaire, donc ça, c'est Bedad qui l'avait fait, et lui, ce qu'il propose, c'est bah, comme les courbes de Bézier, on sait qu'on peut aussi les approximer par des arcs de cercle, et que là, pour le coup, les arcs de cercle, ils ont énormément de bonnes propriétés en termes de calcul de distance, tout ce qu'on veut. Bah là, son idée, c'est de dire, je vais transformer toutes mes courbes de Bézier en arcs de cercle. Donc là, pareil, ça se calcule. Et à partir de ça, je vais faire le rendu. Donc voilà, ça marche. Pour le coup, c'est un peu lent parce qu'il y a il y a une partie de ce calcul d'arc de cercle qui peut être un peu lente. Et la troisième grande technique, ben, cette fois, on va pas faire, on veut éviter au maximum de faire du travail sur CPU. Donc l'idée, c'est qu'on va envoyer les informations géométriques sur le GPU et c'est le GPU qui va faire les calculs pour nous. Et là, il y a des techniques assez différentes, dont je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes, mais il y en a une qui a pas mal marqué la communauté, donc c'est Loop et Blin. Et eux, ce qu'ils ont fait, et d'ailleurs ils l'ont breveté aussi, c'est qu'ils ont trouvé. Donc là, enfin, avant de vous donner de l'état, là vous avez par exemple la lettre E, vous avez la façon dont c'est rendu sur le GPU, c'est ce qui est à droite. Donc si vous regardez bien, tout ce qui est en vert, c'est les triangles. Donc ça coûte rien pour faire le rendu. Il y a juste les points à envoyer au GPU. Et la partie en rouge, en fait, c'est aussi un triangle, mais au niveau du GPU, il y a un traitement spécial qui va vous faire le rendu d'une courbe de Bézier. Donc, grosso modo, leur algo, c'est cette partie ici. On est capable de faire ce rendu de Bézier directement sur le GPU. Et à partir de ça, ben, du coup, cette fois, on peut faire un rendu qui va être correct. C'est-à-dire qu'entre ce que le designer a voulu faire au niveau de son caractère, on est capable de le rendre à l'écran de façon parfaite, modulo qu'on est sur un écran de pixels, mais donc ça marche plutôt bien. C'est pas le plus rapide et depuis il y a des techniques un peu plus. Enfin, ça a été amélioré hein, vu que ça a 20 ans et comme c'était breveté, ça a été breveté pendant une dizaine d'années. Officiellement, on ne pouvait pas l'utiliser. Alors, c'est pas vrai en Europe, mais aux États-Unis, c'était le cas. Donc après, les gens ont trouvé d'autres techniques, mais qui sont un peu similaires. Donc là, je vous donne quelques exemples. Et là, vous avez voilà, un exemple de rendu sur l'animation de comment ça se fait concrètement au niveau de l'écran. Donc ça, c'est une technique. Alors, comme c'est sur le GPU, c'est pratiquement instantané. Et à partir de ça, il y a eu tout un tas de, de variations sur ce rendu où on va envoyer les informations directement. Alors, donc ça, c'est une qui est relativement vieille. Là, c'était juste pour montrer, une fois qu'on a ces techniques, on peut faire toutes les déformations qu'on veut. Là, c'est une qui est un tout petit peu plus récente, mais qui marche bien, enfin qui a quand même une dizaine d'années, donc qui depuis a été remplacée. Et aujourd'hui, pour les jeux, donc quand vraiment le rendu de texte est important, donc parce que vous faites par exemple, je sais pas moi, un éditeur de texte sur GPU, ben, là, il faut avoir des choses correctes, ou alors parce que bon, c'est dans un jeu, mais le texte doit avoir une bonne apparence. Donc, vous avez cet algorithme qui a été fait par Eric Leniel en 2017, où là, il a trouvé une façon d'envoyer des instructions minimales sur le GPU qui lui permet de faire le rendu, quoi. Et ça marche plutôt bien. Et la bonne nouvelle, c'est que
Alors au début, il y avait un brevet, mais il y a 2 semaines, il a mis tout ça dans le domaine public parce qu'il considère qu'il a fait assez d'argent avec ça et donc il a donné tous les détails, et sachant qu'en plus il y a un article scientifique qui décrit les techniques. Et l'autre concurrent, c'est qu'il y avait Walton et Ralph Lévien, ou Lévien, je ne sais plus comment ça se prononce. Et donc là, il y a aussi pas mal de recherches, parce que notamment ce que vous allez trouver sur n'importe quel navigateur, bah, une des activités principales, c'est de faire le rendu de texte. Et donc, vous pensez à tout ce qui est CSS, toutes les transformations qu'on peut faire sur le thème, bah, tout ça, il faut le faire en temps réel. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui travaillent sur ce rendu pour le faire temps réel. Quand vous êtes sur un portable, il faut aussi non seulement le faire vite, et qu'au niveau énergie, ça coûte pas trop. Donc, l'idée, c'est de trouver ces algos qui soient économes en énergie et qui soient rapides pour faire le rendu. Donc aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Vous prenez n'importe quelle page web, vous pouvez faire des rotations, le zoomer, c'est à peu près instantané pour la plupart, mais il y a toujours des améliorations qui sont faites, et notamment parce que maintenant, donc, je vous ai parlé des fontes variables. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier, mais les fontes variables permettent de faire énormément de choses. Et là, toutes les techniques basées sur texture, ça va devenir compliqué parce qu'on va envoyer des instructions pour dire bah, il faut que tu interpoles la fonte entre la graisse mince et la graisse gras, enfin, voilà, de telle façon. Et donc là, il faut calculer à la volée les choses. Si vous allez, parce que là, j'avais présenté ça pour la conférence du Chaos Computer Club, si vous allez sur leur page, vous verrez, ils jouent avec ces fontes variables pour faire tout un tas d'effets. Donc ça, visuellement, c'est sympa. Derrière, c'est pas mal de boulot pour faire ce rendu. Donc voilà, ça, c'est les benchmarks qui avaient été faits en 2017. Donc ça a pratiquement une dizaine d'années, donc ils sont peut-être plus trop euh, pertinents. Et après, voilà, donc après, on peut jouer, on peut faire pas mal de choses autour euh, de la typographie. Et une fois qu'on a la maîtrise enfin, de comment c'est organisé. Donc ça, c'est un papier que j'aime bien, qui est pareil, qui est vieux, mais qui montre voilà, ce qu'on peut faire directement avec le texte et comment l'organiser. Alors je soupçonne que ça va être faisable en LaTeX ou en TX, mais peut-être ça coûte un bras, j'avoue que je ne sais pas. Euh, voilà, donc bon, je vais m'arrêter là. Enfin non, j'ai encore deux, trois slides, hein, mais donc voilà, il y a des brevets qui sont émis à chaque fois. Pour l'instant, on a toujours besoin de l'anti-alias et du hinting. A priori, à partir de 600 dpi, quand il n'y aura que ça, bah, peut-être on pourra s'en passer, mais pour le moment, on ne peut pas trop s'en passer, sachant qu'il y a toujours des écrans exotiques. Par exemple, ça peut être un écran dans une voiture pour vous donner les informations. Ça peut être une horloge avec très peu de pixels parce qu'il faut la mettre à plein d'endroits. Donc, il y a tout un tas d'endroits où on a encore besoin de tout ça. Donc aujourd'hui, les techniques de choix, c'est le MSDF. Donc là, c'est le champ de distance multiple qui marche plutôt bien, qui est peu coûteux et qui se calcule bien. Et Loop and Bleed, ça marche toujours bien. Et, euh, et, et donc, si vous voulez vous y mettre, bah, il faut à minima FreeType et Arfbuzz pour faire tout ce qui est le shaping. D'ailleurs, pour la tech, j'avoue que je ne sais pas si c'est le moteur lui-même qui reste. Bon, enfin, certainement, il y a une partie pour faire ce shaping. Voilà, là, je vous ai mis quelques liens. Je pourrais vous donner enfin, les slides doivent être en ligne, je ne sais plus où. Mais alors, j'ai pas mis à jour la biblio, mais il y a quand même pas mal de papiers. Depuis, je pense qu'il y en a aussi pas mal. Et là, si vous voulez jouer avec le GPU, il y a un site qui s'appelle Shader Toys et qui permet de programmer des shaders. C'est pas hyper compliqué. Et on peut voir, par exemple, si vous voulez calculer la distance à une courbe de Bézier, bah, vous avez des gens qui ont fait ça. Donc, vous avez l'exemple au milieu à droite. Là, ils vous montrent les isolines autour d'une forme, quoi. Euh, 9h-5, bon, je vais m'arrêter là parce que si vous voulez poser des questions. Alors, j'ai préparé mes propres questions. Je vais peut-être arrêter là
présentation.